Et donc, ce qu'il faudrait faire, moi, je pense, il faut travailler sur tous les fronts. Il faut essayer de pousser les politiques à comprendre un peu ce qui se passe. Il faut essayer de manger plus local possible et arrêter de vouloir manger des tomates en hiver et des fraises. Que le consommateur devienne aussi un consomme-acteur et qu'ils viennent un peu plus soutenir les gens de la terre, à acheter leurs produits et à manger plus sainement. Enfin, il y a un million de choses à faire. Et puis ce que toi tu fais, je suis hyper fier et heureux d'aller faire le tour des fermes du mouvement paysan avec toi pour mettre la lumière sur la réalité de ce que le monde paysan vit. Après, le gros modèle d'agriculture, moi là, j'ai pas de solution. Je préfère pas dire ce que je pense réellement. Parce que ce gros modèle d'agriculture, il est un peu compliqué par rapport à ces gros agriculteurs qui ont des gros lopins de terre, qui ont ça depuis des générations et qui veulent pas les lâcher. Ils sont rentrés dans un modèle, comme dit Serge, où ils sont complètement bloqués. En même temps, ils ont des fermes énormes, ils ont des terres à perte de vue, je m'excuse, et bon, il y a un truc qui est pas logique, quoi. Je veux dire, puis comme tu parlais des cultures, des monocultures, etc., pour nourrir les bœufs, pour faire des énergies, des nouvelles énergies végétales, pour exporter, etc. Alors que la Belgique est un des trois premiers pays importateurs de nourriture, quoi. Donc, ben voilà, il y a plein de questions à se poser, mais après, je pense que la sensibilisation, l'information, comme tu l'as fait, permet aux gens de peut-être un petit peu mieux comprendre. Et moi, parler de mon exemple à moi, je pense que si, comme dit Serge, s'il y avait beaucoup plus de petits producteurs dans les villages et autour des villes, avant les maraîchers de Paris nourrissaient tout Paris en vivant tout autour de Paris, qui cultivaient sous des cloches de verre. Et nous, maintenant, les plus petits maraîchers ou les paysans qui ont des plus grosses fermes, ben, on essaye de nourrir ce qu'on peut. J'ai toujours un exemple dont je t'ai déjà parlé, Corentin, à Chimay, 2000 habitants à Chimay. Corentin nourrit 300 familles. 300 familles, ça fait plus ou moins quoi, 4, 500, 600 personnes. À lui tout seul, il nourrit les 2 tiers de l'année, presque un tiers de la population de Chimay. Ben, c'est pas du délire, quoi, c'est possible. Après, les grandes fermes, c'est encore un autre débat. On en reparlera peut-être. Merci Grégory. Donc j'ai quand même le sentiment que c'est des modèles inconciliables. Là, par exemple, Colruyt est en train de racheter plein de terres, il concentre, alors qu'il faudrait plutôt faire des petites parcelles pour permettre à des maraîchers de s'installer. Je sais pas si Simon, tu peux réagir là-dessus, aussi peut-être la House of Agroecology, quelle vision ils ont par rapport à ça? Ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a une crise de la valeur. C'est surtout ça qui est important pour moi. Et même là, quand on compare des salaires. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui qui continuent à être agriculteurs, ils le font pour un salaire? Je pense pas. Euh, donc aujourd'hui, pour moi, il y a une vraie crise de la valeur et on peut parler d'acquisition des terres. En soi, on est dans un modèle capitaliste et capitaliser, ça s'est fait sur dans plein d'autres secteurs que sur le foncier. Aujourd'hui, on se rend compte que le foncier, c'est quelque chose de plus sécure et donc que ce soit Colruyt, mais voilà, on va parler beaucoup de Colruyt, mais en vrai, c'est la même chose pour Bill Gates. Ils sont en train d'investir tous leurs moyens financiers dans la Terre, et c'est normal. C'est la vraie valeur de cette planète, c'est la Terre, c'est cet écosystème qui est sur quelques quelques mètres où on a une diversité biologique extraordinaire. Donc, on a tous intérêt à investir dans la Terre. Euh, Maintenant, c'est comment est-ce qu'on prend soin de cette terre, comment est-ce qu'on valorise cette terre. Je crois que c'est vraiment ça la question, c'est ça l'enjeu. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas de faire de l'entre-soi. Je suis très content d'être attablé ici avec des personnes qui ont des points de vue très engagés, très visionnaires. Mais si on veut pouvoir emmener toute une civilisation dans une transition, il faut aussi se mettre à l'écoute de ceux qui n'ont pas notre éducation, qui n'ont pas notre vision. Et c'est le rôle de la Maison de l'agroécologie, c'est d'essayer de fédérer tous les acteurs. Parce que moi, je pense pas que c'est en faisant des grands pas avec une petite partie de la population qu'on va arriver à une transition.
c'est en faisant des pas ensemble et parfois il faut faire des tout petits pas avec la masse. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition en fait. Il y a une, et il n'y a pas les petits producteurs et les gros producteurs. Si vous allez dans une ferme, vous allez voir la complexité sur ça, chaque spéculation. Et moi, j'en vois des fermes qui, par exemple, font de la spéculation sur de l'oignon et c'est ça qui les fait vivre, ou c'est même une activité à l'extérieur de la ferme qui les fait vivre. Mais après, leur métier d'agriculteur et d'être sur des tracteurs, de gérer des surfaces, ben voilà, c'est un héritage familial et ils continuent à le faire avec les clés qu'on leur a données aujourd'hui. Maintenant, c'est quelles sont les solutions? Et pour nous, l'agroécologie est une solution, c'est pas la seule, mais c'est une solution pour faire basculer le modèle, pour que les initiatives qui sont présentées ici deviennent la normalité, en fait, de retomber à des dimensions humaines, à des dimensions de village, à des dimensions de communauté, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Et donc, moi, j'ai envie de douceur dans cette transition, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans la maison de l'agroécologie. Nathanaël, tu regardes tes notes? Pas bien. Tu veux réagir? Parce que tu regardes tes notes, donc tu n'écoutais pas Simon. Thomas Lowers, une réaction. Oui, parce que apparemment on utilise les mêmes mots, donc il faut se méfier quand même. Euh, L'agroécologie, je pense que c'est un concept qui est tellement polysémique à tiroir, et finalement euh, on met on met des notions très très différentes derrière, je pense. Euh, pour rappeler juste une évidence d'un syndicaliste brésilien dont j'ai oublié le nom. L'écologie sans la lutte des classes, ben, c'est du jardinage en fait. Voilà, donc on n'en est pas là aujourd'hui. Si on veut vraiment imaginer des changements en profondeur, je parle pas de transition parce que j'y crois pas non plus en fait à ce concept-là. Ben, il y a besoin, je pense, de se rendre compte réellement qu'en fait, il y a un futur qui est désirable derrière le fait de retourner à la Terre. Il y a tout un imaginaire qui coule encore dans nos veines, qui nous permet de nous reconnecter aux arbres, aux plantes, enfin en général, et aux animaux. C'est pas si loin que ça. Je veux dire, on grimpait encore dans les arbres il y a 1 ou 2 millions d'années, et c'est là qu'on était bien. Donc, en fait, si et il s'agit pas de revenir en arrière, mais si on décide on va dire, de repasser de l'autre côté, c'est-à-dire pas celui des modernes occidentaux qui pensent qu'on peut posséder la terre et que c'est toutes ces conneries-là, comme si c'était une marchandise, mais bien plutôt le switch vers on appartient à la terre. Donc on en fait partie, on en dépend, on est interdépendant avec toute une série de plantes et d'animaux qui prennent soin de nous. Ben, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin d'eux, quoi? Moi, j'ai repris une petite ferme, il y avait 2 tracteurs, des vaches et tout. Et puis en fait, ben, 20 ans après, il n'y a plus de tracteurs. Et je nourris autant de monde. Pourquoi? Ça veut dire que c'est possible. On peut vraiment décroître. Et je pense que pour beaucoup de très grosses fermes dans ce pays qui aujourd'hui sont devenues tellement immenses que bien sûr elles sont plus reprenables, elles sont trop chères. Mais c'est des centaines d'hectares, comme tu disais. Quel va être le devenir de toutes ces terres nourricières? Si on considère que c'est un bien marchand immobilier, ça va être complètement différent si on considère que c'est un bien commun. On est d'accord qu'on part dans un autre imaginaire. Pour moi, il faut arrêter de considérer que la, que la terre est une marchandise et que l'alimentation doit, comment dirais-je, être réglée par les lois de l'OMC, du néolibéralisme, en fait. Voilà. L'alimentation est un bien commun. Comment est-ce qu'on fait pour vivre l'alimentation comme un bien commun? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Oui, je pense aussi. Euh,
comme Thomas. Euh, la transition en douceur, ça serait beau, mais j'ai peur qu'on n'y arrive pas. On ne peut pas continuer à produire à perte, en fait. Et là, pour l'instant, on produit à perte. Au début de la mécanisation, on arrivait à produire plus que ce qu'on consommait en énergie fossile. Et maintenant, c'est l'inverse. Pour produire 1 calorie alimentaire, on va jusqu'à 10 calories fossiles, quoi. Donc c'est une absurdité totale et c'est pas viable. C'est pas viable ni pour la planète, évidemment, ni pour nous, ni pour personne. Donc ce serait beau une transition en douceur, mais je n'y crois pas. On peut pas continuer à produire à perte, ouais. Et, euh, et des grandes entreprises, donc on a parlé de Colruyt, il y en a d'autres évidemment, ils sont pas les seuls. On a parlé de Bill Gates aussi, j'ai entendu, c'est tout à fait vrai. Il y a de la spéculation derrière, il y a des intérêts financiers. Et ça, on peut pas continuer à suivre ce modèle qui va droit dans le mur, qui arrange bien ces personnes-là, mais qui, au niveau planétaire, au niveau de la survie des espèces humaines et toutes les autres espèces, végétales, animales, etc., on peut pas continuer à admettre et à soutenir ce système. En fait, il y aura un moyen très facile que les politiques pourraient mettre en place. Beaucoup en ont déjà parlé. Le premier, à ma connaissance, était René Dumont, écologiste français dans les années 60. Il disait il faudrait taxer. Alors, est-ce que la taxe c'est la bonne solution? J'en sais rien, mais en tout cas, tenir compte de l'impact sur l'environnement et sur la santé. Et l'agriculture actuellement, et pas que l'agriculture évidemment, a un beaucoup trop gros impact sur notre santé et sur la planète. Et donc, on ne peut pas continuer, c'est tout. On ne peut pas continuer avec ce modèle-là. Et donc, on a des solutions, c'est retrousser ses manches, travailler la terre, et je peux vous dire que c'est le plus beau métier du monde. Quand on a ses mains dans la terre, on est heureux. Mais pour que les gens redeviennent paysans et redescendent à terre, hein, j'entendais encore dernièrement quelqu'un qui disait au plus il y a de marche sur le tracteur, au plus l'agriculteur s'éloigne de la terre. Et c'est vraiment ça. Il n'y a qu'en mettant ses mains dans la terre qu'on peut retrouver ce bonheur. Et en même temps, on travaille dur. Comme j'ai dit, on travaille dur parce qu'on est dans un système qui nous pousse à travailler dur. Parce que si on était plus nombreux à cultiver, comme j'ai dit, hein, on pourrait être 200 000, au moins 200 000 maraîchères en Belgique pour nourrir toute la population en légumes. Ça veut dire qu'on mange pas que des légumes, mais on mange évidemment des fruits, des céréales, de la viande, etc. Euh, on est capable de le faire. Ça voudrait juste dire qu'avec la viande, évidemment, pour ceux qui veulent en manger, qu'il faudrait en manger moins et manger de la bonne qualité de nouveau. Et là, on y arriverait. Mais simplement, il faut sortir du marché. L'alimentation n'est pas une marchandise. Merci Serge. On a 3 micros ici, mais il y en a un qui fonctionne. C'est pas grave. Ouais, ça fonctionne. Euh, merci, et c'est pas une critique, les gars, hein, parce qu'il y a toute une équipe technique derrière pour organiser une journée comme ça. Ok. C'est moi qui les active pas alors. Mais c'est très prenant. Euh, il y a aussi le problème de la grande surface, et j'étais à la Botte Paysanne, qui est une coopérative. Et justement, dans cette question du double modèle qui peut coexister, elle me disait non, pas du tout. Les grandes surfaces doivent disparaître. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en grande surface, mon Grégory, tu vas arrêter de jouer avec le micro. Les- Ce qui est marrant, c'est qu'en grande surface, voilà, elle disait, Sylvie, non, Catherine. Catherine disait que les grandes surfaces doivent disparaître. C'est pas un modèle tenable. J'aimerais vous, sont en train de réagir. Puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'en grande surface, il n'y a pas de terre sur les légumes. Les grandes surfaces, elles nous éloignent de la terre aussi, peut-être. Alors, Nathaniel, tu as des chiffres par rapport à la destruction de l'agro-industrie. Tu m'en as cité plein hier. Vas-y, de nouveau. Non, mais je vais pas faire un restal dessus. Je vais rebondir sur cette idée que ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agriculture, on devrait appeler ça deux approches. Et là, j'en viendrai sur la deuxième après, dans une prochaine intervention si je peux. Mais c'est que on fait plus d'agriculture, en Europe en tout cas, et aux États-Unis, on gère de la pathologie végétale. Je reviendrai là-dessus. On essaye de maintenir en vie dans un système absurde des plantes qui sont complètement désadaptées à se débrouiller par elles-mêmes et qui ne demandent qu'à mourir dès qu'on arrête de les assister avec des produits qui bousillent par ailleurs la microbiologie des sols, c'est-à-dire la pérennisation de l'agriculture.
Mais là, je voulais dire, l'agriculture devrait aussi appeler ça plutôt la pétroculture, parce qu'elle est totalement basée sur la consommation de pétrole. Tu disais tout à l'heure, pour une calorie de céréales, il faut 10 calories de pétrole. Pour des tomates qu'on achète en hiver, il en faut 36. Alors que l'agriculture, normalement, c'est pas ça. L'agriculture, c'est utiliser l'énergie solaire. Enfin, à la base, c'était ça, hein. Et là, c'est un réservoir d'énergie qui est pas mal par rapport aux réserves de pétrole, parce qu'on en a pour environ 4,5 milliards d'années, si tout va bien. Et quand on sait bien faire avec ça, on est tranquille. Et ce que je voulais dire avec ça aussi, c'est que les tracteurs consomment plein de pétrole, les engrais chimiques sont faits avec du pétrole, les pesticides dont on arrose les cultures sont faits avec du pétrole. Toutes les technologies utilisées, l'électronique, les serres, les robots, les drones, tout est basé sur les infrastructures, basées sur la société qui marche aux hydrocarbures. Ensuite, un sujet, bon, bah, ça m'emmène un peu loin, je vais pas être trop long, mais il y a la question des semences, j'y reviendrai après. Mais l'idée de mettre des engrais chimiques dans le sol, et ça a conditionné le choix des semences, on en reparlera après du choix des semences, mais c'est qu'on met des engrais chimiques dans le sol, essentiellement NPK, les gens qui jardinent y connaissent, hein, azote, potassium et phosphore. Euh, L'azote sert principalement à créer une turgescence du céréal, du légume, du fruit, c'est-à-dire qu'il se gorge d'eau. Et ça ramène à la question des rendements. Parce que, et c'est de ça aussi que je voudrais parler, ou que je voudrais dire, mais c'est qu'il faut partir de la réalité aujourd'hui, où en est l'agriculture et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que les approches comme celles qu'on entend là, elles sont hyper louables. Et pour des gens qui veulent se lancer, c'est évidemment la voie à choisir, qui n'est d'ailleurs pas encouragée par les institutions. À l'Union européenne, si elle donnait le 10e de l'argent qu'elle distribue à l'agro-industrie aux gens qui veulent se lancer en maraîchage, en bio, en agroforesterie, en permaculture, ben oui, il y aurait quelque chose qui commencera à développer, mais ça rapporte pas trop d'argent, ces choses-là. Donc, c'est là, on est dans une démarche de décroissance par rapport au système qui demande que de la croissance toujours. Mais pour revenir sur la question des rendements, le paysan aujourd'hui, s'il met pas les semences hybrides qu'il achète, j'y reviendrai dessus parce que là je suis un peu long, et qu'il met pas ses engrais dessus, eh ben il n'a pas ses rendements, donc il rentre pas dans ses frais, il peut pas rembourser son tracteur, il peut pas rembourser ses investissements. Et qu'est-ce qu'il produit? Parce que aujourd'hui, les rendements, c'est quoi? C'est du poids. Et du poids de quoi? Bah, d'eau. Puisque quand on quand on gave d'eau, tout ça pour faire du poids, bah, au final, on a des trucs de beaucoup moins bonne qualité. Et plus il y a d'eau dans les céréales, les fruits, les légumes, ben, moins il y a de micronutriments. Plus on a une alimentation pauvre. Et en plus, ils sélectionnent des races qui sont pas du tout faites pour être nutritives ou meilleures pour notre santé, mais qui sont faites pour être adaptées à tout ce système délirant énergivore. Et voilà, bon, j'étais un petit peu long. Mais il y a pas mal de choses, je voudrais revenir après, mais dans une autre intervention sur les semences, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'hybridation? Comment on a coincé les paysans? Je voudrais juste dire un message quand même avant de repasser le micro, c'est que je voudrais développer après. Il, il est passé fort. Voilà. Euh, c'est qu'en fait, les paysans actuels, il y a une bonne partie de la population qui leur font un peu les gros yeux et qui comprennent pas que eux, ils disent, ouais, l'Union européenne veut nous empêcher à mettre moins de pesticides, ça va nous mettre dans la merde, ils veulent nous tordre le bras, ils connaissent pas notre métier, c'est des histoires de bobos, de décroissants. Non, là, il y a vraiment mal donne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là où ils en sont aujourd'hui, on peut pas arrêter du jour au lendemain les pesticides non plus. C'est pour ça, moi, je vais rebondir à un moment donné sur quelle transition pour eux, qui représentent 95% de la production alimentaire aujourd'hui, et comment eux les emmener vers un système que les pionniers d'aujourd'hui sont en train de redévelopper. Ouais, merci. Voilà. Je sais que tu parles beaucoup, mais tu dis des choses intéressantes. Euh, Non, mais voilà, alors, juste le mot de la c'est fin bon. de Attends, l'intervention. Le mot de la fin, la phrase, c'est pour dire le paysan d'aujourd'hui, il a été emmené dans une impasse. Tous ceux qui voulaient pas y aller, ils ont été décimés. Et aujourd'hui, ceux qui sont au fond de l'impasse, on leur fait une clé de bras et on est en train de leur faire manger la terre, là. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, moi, je suis solidaire avec tous ceux qui bloquent avec leur tracteur en ce moment, même si je suis pas pour le modèle agricole productiviste. Et il faut joindre le debout, il faut trouver la conciliation dans tout ça. ouais, y a pas d'ennemi, c'est ça que tu veux dire. Il faut mettre les gens ensemble. Mais alors, la solution, ça serait pas de déconcentrer les terres et de former des paysans, en fin de compte, de leur offrir des lopins de terre, de déconcentrer les terres et de voilà. Et puis, je voudrais aussi que quelqu'un réagisse parce qu'il semblerait que ce qui s'est passé avec les agriculteurs actuellement,
ils ont pris des décisions qui étaient de nouveau en faveur de l'agrobusiness, quoi. Moi, je sais lever juste ton pied. Ouais, merci. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce qui a été dit sur l'azote. Alors oui, c'est turgescent, mais en fait, c'est un des constituants majeurs du vivant aussi, hein. Donc, c'est grâce à l'azote qu'on est constitué de protéines aussi. Et en fait, la méthodologie scientifique qui a permis d'identifier que l'azote avait un rôle si important aujourd'hui, elle a été réutilisée à mauvais escient plus tard. Mais l'azote, on en a besoin, le phosphore, on en a besoin, et les ratios sont très simples. Moi, c'est un chiffre dans les grandes lignes. On a besoin de 100 atomes de carbone pour 10 molécules d'azote, une molécule de phosphore pour constituer une molécule du vivant. Donc, ça vous permet de vous rendre compte, en fait, que le constituant majeur du vivant, c'est le carbone. Et ça, c'est super important parce que comment est-ce qu'on peut faire du carbone naturellement? C'est la photosynthèse. Et donc ça, on a besoin de quoi? On a besoin de végétaux sur la planète Terre. Et ça, c'est la solution, en fait, c'est les végétaux. Après, on a besoin quand même d'azote et de phosphore, et il y a d'autres manières de faire que la pétrochimie. Les engrais verts, c'est une grande solution, les champignons, c'est une autre solution. Donc, toutes les solutions sont dans le vivant. Et moi, je suis pas d'accord de dire qu'il y a deux différents types d'agroécologie. L'agroécologie, il y a 13 principes. Après, comment est-ce qu'on met ces principes en œuvre et quelles sont les techniques affectées? Alors là, je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est clair pour personne. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le fait, les 13 principes de l'agroécologie et qu'on se bat déjà sur ces principes-là, on n'y arrivera pas, moi, je crois. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait quand même une intention collective à aller vers quelque chose qui rassemble, pas qui divise. Pour la question dont tu Mais parles, comment rassembler Bill Gates et Serge Perreboom, par exemple? ben, ne pas donner la même valeur Non, à mais l'argent. Non, c'est bien du débat, il faut du débat. mais parce que pour moi, Mais c'est le système économique qui est très problématique. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, je vois, il faut pas les opposer, notamment les gros producteurs, comme on avait vu Antoine Mhm. qui fait de l'agneau et qui voit les accords avec la Nouvelle-Zélande qui vont complètement le tuer. Mais il y a quand même des gros agriculteurs dont le but, indirectement, je veux dire, je prends Bill Gates, mais le but de Bill Gates ou des familles Colruyt, c'est que Serge, Thomas et Grégory disparaissent, puisque Oui, mais ils auront leur le lopin de but des terre. citoyens, de 80% de la majorité de la population, c'est quoi? C'est le rêve d'être riche. Tout le monde a ce rêve-là. Pourquoi on va pointer du doigt les agriculteurs qui ont aussi ce rêve-là? Alors, les solutions, pour moi, elles sont pas très compliquées. C'est qu'on doit laisser la place au vivant. Il faut qu'on arrête, l'humain doit arrêter d'avoir la prétention qu'il est capable de faire mieux que le vivant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est et ça se fait en Afrique et les résultats sont incroyables. C'est du rewilding. Il faut redonner des zones à la nature et parfois il faut un peu l'accompagner parce qu'on a tellement détruit que ça se régénère pas aussi vite que ce qu'on est capable, qu'elle est capable de le faire pour l'intérêt de l'humanité parce qu'en fait, sans humain, il n'y a pas de problème, la nature elle va revenir. Mais pour l'humanité, on a besoin d'accompagner cette reprise en main de la nature pour la nature, par la nature, et on a besoin d'être beaucoup plus intensif sur des petites surfaces pour nourrir réellement les gens avec tant de céréales sur la planète Terre, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on produise plus de légumes, il faut qu'on produise plus de protéines végétales. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour l'humanité. Grégory. Mais le problème, c'est qu'il y a un paradoxe dans tout ça. C'est qu'on ne peut pas continuer à prôner une agriculture industrielle qui fait de la monoculture en parlant de reverdir la planète. Bon, là, je comprends pas très bien, puisque c'est pas avec des tracteurs qu'on est en train de reverdir la planète. Maintenant, là où je reviens pour faire un lien avec tout le monde, pour pas donner l'impression qu'on est en train de se crêper le chignon euh, avec entre ceux qui ont plein de cheveux, pas de cheveux, non, entre ceux qui sont des petits producteurs, philosophes, amoureux de la terre, et les gros producteurs qui ont une réalité économique, et aussi familiale, etc. Euh, Transition douce, pourquoi pas, une transition plus musclée, pourquoi pas. Pourquoi pas penser à un mot que j'ai appris hier, qui vient de la tribu des Kogi, l'obliquité. Donc ce serait entre les deux. Et je pense que on pourrait être complémentaires. Moi, par exemple, à mon petit niveau à moi,
les gros agriculteurs qui sont à côté de chez moi, qui ont 200 hectares et qui me disent qu'ils croient pas au bio, mais qui adorent venir chez moi manger mes légumes, et m'apporter de la paille parce qu'en permaculture, j'ai besoin de paille. Et qui en même temps, ils ont tous les deux un boulot en plus parce qu'ils s'en sortent pas avec leurs 200 hectares. Bon, là, il y a un truc quand même qui m'échappe, quoi. Donc, je me dis, oui, reverdir la planète et planter des arbres. Et c'est pour ça que malheureusement, les gros agriculteurs, je parle pas seulement les familles isolées, je parle des gros agriculteurs qui travaillent pour des multinationales, ils reverdissent rien du tout, ils niquent tout sur leur chemin, quoi. Après, dans tout ça, c'est compliqué de s'y retrouver parfois parce qu'il y a ces gros agriculteurs-là, puis il y a des grosses familles qui essaient de bien faire, mais qui sont bloquées dans le modèle. Puis il y a les autres paysans avec des petites et des moyennes fermes qui sont plus connectés avec la terre à l'heure actuelle, je trouve. Et c'est ce que je vois, moi, personnellement, dans les fermes écoles où je vais, comme chez mes frères ici, c'est des petits paradis, quoi. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a plein de végétation, et c'est à taille humaine, quoi. Et c'est des vrais paradis qui justement favorisent les écosystèmes, qui favorisent le vivant. Alors oui, il va falloir trouver un terrain d'entente avec nos frères agriculteurs qui ont des grosses machines et trouver un juste milieu. Moi, des fois, j'ai des enfants qui viennent chez moi au potager et qui me disent, des fils de gros agriculteurs qui me disent, ouais, mais moi, je veux devenir comme toi. Je veux produire comme toi. Mais il faut trouver un juste milieu parce qu'on a besoin on mange un peu de viande, on, on- on mange du sucre et c'est surtout ce qu'on produit en Belgique. Mais il va falloir peut-être que ces grosses structures réfléchissent à leur manière de produire. Ah, parce que j'ai des amis gros agriculteurs, quand ils viennent chez moi, ils connaissent même plus les légumes, quoi. Ils disent, tiens, Greg, c'est quoi ça? Je connais pas, je connais pas, je connais pas. Et c'est moi qui les nourris, entre guillemets. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre, quoi. C'est sûr, on doit être main dans la main. Et c'est pas simple, mais oui, c'est faisable. Alors, ça se fera en paix ou un peu en force. On verra bien, quoi. Oui, alors on peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a un très bon échange. J'apprécie que, effectivement, on revienne avec des slogans. Ouais, pardon. Genre, genre, il faudrait produire plus, mais on se demande vraiment pourquoi. On produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes ici sur la Terre actuellement. Et s'il y en a 1 milliard qui crèvent de faim, c'est bien la preuve bah, que cette nourriture est mal répartie et que de toute façon, ce système, il est à bout de souffle en fait, il est exsangue. On sait bien qu'il faudrait qu'on laisse les énergies fossiles dans le sol dès aujourd'hui. Or, on vient de dire qu'on mange du pétrole, enfin, que c'est ça qui fait que la nourriture est produite. Vous comprenez, il y a vraiment un hiatus là. Qu'est-ce qu'on fait de l'épuisement des ressources? Qu'est-ce qu'on fait du réchauffement climatique? Peut-être vous le vivez pas, mais nous, on le vit. Je veux dire, là, les fruitiers qui fleurissent 15 jours plus tôt cette année, ben, c'est un vrai choc. Moi, quand j'ai vu la rivière se tarir en 2022, j'étais blême. Je peux vous dire que c'est c'est pas anodin ce qui se passe. C'est vraiment un changement auquel certains disent, bon, il suffit qu'on s'adapte. Ça me, ça me fait rire, oui, les espèces, elles montent en altitude, elles migrent vers le nord. Alors c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis quand on sera tous en Antarctique, serrés les uns contre les autres, on aura réussi notre coup. Enfin, c'est c'est n'importe quoi. Donc, si on veut être un peu sérieux, je pense que l'important, c'est pas de produire plus, l'important, c'est de produire mieux. Et c'est possible. Enfin, je veux dire, on peut nourrir la population sans machines, sans engrais, sans pesticides. Il y a, il y a des gens qui en font la démonstration tous les jours, qu'on peut arriver à des rendements similaires, voire supérieurs en travaillant sans machine, en travaillant à la main. La seule difficulté, c'est que ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre.
produire mieux. Et, et on peut le faire en encourageant ce qu'on appelle la biodiversité, enfin la diversité du vivant. Euh, je pense même en travaillant beaucoup plus avec elle, sans participer à son effondrement, mais plutôt en participant à son développement de toutes ces formes de vie. Donc, si depuis une quinzaine d'années, on accueille des gens sur nos fermes, c'est bien pour montrer que non seulement c'est possible de se nourrir en allant 2 jours par semaine au jardin, qu'on mange bien, vraiment bien, et que c'est foncièrement agréable de retrouver ce mode de vie. C'était le mode de vie de toute une classe sociale qui a disparu sous les coups de boutoir du néolibéralisme. Aujourd'hui, si on arrive à sortir du capitalisme, on pourra peut-être faire quelque chose pour cette planète et survivre en tant qu'espèce, plein de contradictions. Mais il me semble que heureusement, on reste un peu philosophe, parce que quelque part, c'est aussi ça qui fait la grandeur de cette existence, quoi. Aujourd'hui, il y a un comité d'experts de haut niveau qui s'est réuni pour déterminer effectivement les 13 principes selon lesquels l'agriculture va devenir soutenable. Et moi, j'adore tous ces principes, je les trouve fantastiques, inspirants et très, très prouvés, enfin démontrés scientifiquement en plus, ce qui ne gâche rien. Mais il me semble quand même on a deux voies. Si on a beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'acheter des terres, on va se créer son petit paradis et on va faire, je sais pas moi, de la permaculture subordonnée au capital parce qu'on aura toujours besoin d'intrants, etc. On a l'habitude quand on a les moyens d'aller au magasin, donc on continue à aller au magasin. Et c'est pas la voie du paysan. La voie du paysan, elle est fondamentalement low-tech, elle vise l'autonomie et elle n'est pas subordonnée au capital. Donc elle a l'avantage d'être à la portée de tout le monde, en fait, quelque part, de la grande majorité des gens qui sont plutôt pauvres et qui n'ont pas énormément de moyens à investir. Et donc je pense que là, on est quand même à une espèce de moment de divergence entre deux formes d'agriculture durable pour demain, celle qui est low-tech, qui vise l'autonomie et qui est à la portée de tout le monde, et celle qui est high-tech et qui est subordonnée au capital, encore et toujours tirée par ceux qui ont beaucoup de moyens. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Alors, juste dire, vous remercier d'ailleurs parce que vous avez quitté les champs, vos cultures et que la saison recommence pour venir ici en ville. Les paysans n'aiment pas venir en ville, c'est un peu normal. Et que ça vous prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, merci aussi, Simon. Et je pense que ça, je pourrais faire le lien avec mon voisin qui est en train d'écrire l'accès à la terre sur son papier, parce que je pense pas que c'est si facile que ça aujourd'hui de pouvoir cultiver. Déjà, il y a un manque de connaissances qui est faramineux. Euh, il y a un manque d'expérience et on en voit beaucoup. Moi, j'ai même dans mes proches des jeunes qui se sont suicidés parce que c'était trop compliqué de devenir maraîcher. Donc, moi, je ne suis pas sûr que c'est si facile que ça aujourd'hui d'avoir accès à la terre. En plus, quand on voit les prix de la terre en Belgique, Brabant Wallon, 70 000 euros l'hectare. Euh, donc, moi, je vois en tout cas, ma manière de voir les choses, c'est de me dire, c'est un jeu, on est dans un jeu ici. Moi, je suis dans un grand jeu et je vais jouer à fond la partie. Et la partie, je peux la jouer comment? Et c'est un projet concret, c'est quelque chose que j'ai monté avec 5 amis il y a 5 ans. C'est qu'on a fondé une coopérative. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics finançaient les coopératives, que chaque euro qu'on avait d'un investisseur, il doublait le capital. Et avec ce capital, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans des outils de production. Ah oui, on a un petit tracteur qui nous permet de gérer 5 hectares. On a investi dans une serre multichapelle qui nous permet de produire tout au long de la saison. On a déjà je peux vous montrer des photos là, des verdures qui sont en train de sortir là et qui peuvent commencer à nourrir un nombre de personnes important.
Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ne pas rejeter complètement le système. Enfin, si on rejette complètement le système, en fait, on n'utilise pas les moyens qui sont en place. Alors moi, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le système, mais je suis un opportuniste du système. Et je dois rester un opportuniste du système, parce que si je fais que m'isoler du système, ben en fait, je vais être dépassé à un moment par ce système qui va s'inspirer de moi, et puis après qui va faire les choses n'importe comment. Il faut continuer pour moi à, à rester en contact un petit peu avec ce système, même si c'est difficile, même si c'est pas, même si ça fait peur. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je vois peu de jeunes qui ont ce courage-là. Et donc, je me demande comment est-ce qu'on fait, oui, pour que on remette les gens à la terre. Est-ce que, en termes d'impact, en termes de jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là, on, on a les moyens, avec des projets comme les vôtres, de aujourd'hui inspirer, faire basculer le modèle. J'en suis pas sûr. Quand je vois la FJA aujourd'hui, c'est quand même eux qui étaient au front. Alors, je pense pas qu'ils ont une vision politique très construite. J'étais à leur assemblée annuelle il y a 2 jours. Ils ont parlé du numérique et on a entendu les 4 grands partis s'exprimer lors de leur assemblée. Ils sont perdus. Eux, ce qu'ils savent faire, c'est se rassembler dans les villages pour faire des fêtes de village. Voilà, c'est déjà un premier truc. Mais eux, ils ont quand même, si on leur donne une vision désirable de leur métier, et moi je pense qu'il y a vraiment moyen avec, c'est un terme technique que je vais amener aujourd'hui, c'est les engrais verts. Donc les engrais verts et les biomax, c'est des cultures pour restaurer la vie du sol qu'on met en place, qui sont très diversifiées. C'est des choses qu'on peut mettre facilement en œuvre à l'échelle du territoire mondial grâce aux outils qu'on a aujourd'hui. C'est ce genre d'approche aujourd'hui il faut inciter ces jeunes qui ont la capacité de le faire, qui ont les outils, les surfaces pour le faire, à rentrer dans cette transition par des petits pas. Et ça, ce sont des petits pas qui sont faciles pour eux et ils ont un pouvoir d'action qui est assez grand à la FJA, par exemple. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rassembler, il faut se mettre autour de la table pour inspirer, pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour qu'on fasse évoluer les mentalités. Peut-être, je vais être un peu provoquant, peut-être que s'il y a la FJA, ils attendent quelque chose des grands partis, c'est déjà mal parti, mais je vous lirai tout à l'heure les slogans qu'ils avaient en 2019 et ceux qu'ils ont en 2024. C'est assez fabuleux. Mais je pense que le changement va venir, hein. Il va arriver avec eux. Mais réagissez, je pense que c'est hyper intéressant. Alors, Thomas disait qu'on part un peu, je veux dire, que ça part un peu dans tous les sens. Moi, je trouve ça très intéressant de vous entendre. J'espérais pas faire le tour de la question agricole en 1h15. D'ailleurs, quelle heure est-il? Et justement, je vais intervenir parce qu'il nous vous reste exactement, Non, nous rentrons dans le dernier quart d'heure Ah, merci. pour le. Dans le dernier quart d'heure, donc. Oui, oui. Parlons des, parlons des solutions. On va être positif. Il faut des solutions. Et peut-être une réaction à ce que disait Simon, et sinon des solutions. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la pédagogie, c'est la solution. Mais il faut aussi valoriser et arrêter de traiter arrêter que les gosses à l'école se traitent de paysans entre eux. C'est une image, évidemment. Mais donc oui, effectivement, il y a des solutions. Alors ici, c'est une des solutions, parmi d'autres évidemment, c'est les fermes-écoles. Donc le mouvement d'action paysanne et son école paysanne indépendante regroupe plusieurs fermes-écoles et chaque année, on accueille toute une saison, donc de mars à octobre-novembre, des jeunes et des moins jeunes qui veulent se lancer. Alors comme a dit Simon, c'est pas facile pour les jeunes de se lancer, c'est clair. Il y a le problème d'accès à la terre. Il y a une autre solution, c'est Terre en Vue, hein, donc qui rassemble l'épargne citoyenne pour acheter des terres et la mettre à disposition de ceux qui veulent la cultiver. Mais pour moi, là, il y a un problème aussi, même si j'approuve ce que Terre en Vue fait, évidemment, c'est un très beau projet. Il y a quand même de nouveau de la responsabilité des politiques de ne pas prendre leurs responsabilités, justement. Euh, c'est que la terre devrait sortir de la spéculation. Et des terres à 70 000 € l'hectare, c'est pas normal. Il n'y a que Colruyt et les grandes autres multinationales qui peuvent se permettre d'acheter ça. Et ça, c'est pas normal. Et tant qu'on restera à des prix dans la spéculation, c'est clair, il n'y aura pas d'installation. Il y a un deuxième problème, c'est le fait de pouvoir en vivre. Euh, Travailler 2 000 à 3 000 heures par an pour gagner à peine de quoi vivre, c'est pas normal. Donc, tant qu'il n'y a pas une reconnaissance de la société
et de nos politiques, ben, ça ne fonctionnera pas. Alors, comme j'ai dit, c'est un beau métier, c'est ce qu'on transmet aux gens qui passent dans nos fermes écoles. Ils en sont bien conscients. Il y a beaucoup de gens de plus en plus dans notre société qui ont des problèmes, qui sont malades, qui sont en burn-out. Rien que de mettre ses mains dans la terre, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, on a des solutions, mais c'est à nous à les mettre en place. Et bon, on peut compter sur les politiques peut-être aussi un peu, même si j'y crois pas trop. Mais il faut les pousser. Il faut les pousser à prendre leurs responsabilités. Avec le MAP, on a cette année euh, prévu de ressortir une charte commune paysanne comme en 2018, donc adressée aux communes. C'est le premier niveau communal qui est le plus facile à atteindre, on va dire. Et donc, avec des exemples concrets, on peut essayer de leur montrer qu'il y a moyen de respecter et d'appliquer les droits des paysans. Le problème, c'est que c'est très intéressant de les écouter. On pourrait tous vous écouter, mais ça va être compliqué. Il reste 8 minutes. J'aimerais que les agriculteurs nous proposent des solutions. À la limite, après, on pourra discuter avec eux si vous en avez des meilleurs. Mais pour l'instant, je crois que c'est intéressant de les écouter. Voilà, le timing est très serré et ça dure jusqu'à 10h30. Je voudrais juste être concret puisqu'il nous reste quelques centaines de secondes. C'est que c'est pas toujours facile pour les consommateurs, pour les citoyens, pour les gens de s'y retrouver dans tout ça. Nous, on débat, on sait si, chacun a sa vérité, chacun a son idée. Blablabla. Bon, ok. Moi, je vais être concret, je vais être pragmatique. Si tout le monde commençait par la possibilité de ses moyens, comme parlait Simon, de reverdir, eh ben, reverdissons, créons des potagers, euh, plantons des arbres, allons acheter chez les producteurs des bons produits de qualité, aidons les producteurs à gagner mieux leur vie, sollicitons les gros agriculteurs à diversifier leur culture ou à diversifier leurs activités, sortir un peu des fois de leurs habitudes, parce que eux, ils ont beaucoup de terres, nous, on en manque. Je vois de plus en plus de gens assez fortunés maintenant qui mettent des terres à disposition pour les maraîchers. Moi, j'ai jamais entendu un maraîcher qui se suicidait, plutôt des agriculteurs, mais bon, soit. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a de plus en plus et plein de jeunes déterminés et super motivés. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais tu te rends pas compte dans quoi tu te lances, mais je leur dis pas. Euh, mais il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est quand même qui est motivée. Et je vois des gens de tous les âges qui se mettent les mains dans la terre. Moi, j'ai une petite ferme école aussi. J'ai des gens de tous les horizons qui viennent mettre les mains dans la terre. On crée des potagers dans les écoles. On a des institutions qui viennent mettre les mains dans la terre pour créer des potagers dans les institutions. Donc voilà, si on parle de reverdir, ben reverdissons, plantons, connectons-nous, parlons avec le voisin, parlons avec l'agriculteur, allons dans les fermes apprendre la permaculture. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'on se réveille aussi. Parce que c'est bien beau de lever le poing quand le tracteur y passe et puis après on retourne faire ses courses chez Aldi. Il faut aussi que le consommateur devienne un consomme-acteur. Il faut arrêter de manger des fraises en hiver et des tomates. Il faut essayer de suivre le rythme de la nature et les cycles de la nature. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Et ça se réveille, ça bouge de tous les côtés. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que pour nous, les petits paysans, les moyens ou les plus gros, la solution, c'est les fermes-écoles. Parce que les gens, ils sont en demande d'apprendre maintenant, de se reconnecter à la terre. Et ça, c'est ce que je trouve qui manque aussi pour l'instant, c'est qu'on se reconnecte à la terre. Parce qu'on s'est déconnecté de la terre. Et c'est vraiment important de se reconnecter et de s'unir tous ensemble et d'avancer vers les solutions. Voilà. Ok, bravo. Ben, j'ajouterais, n'attendons pas que la politique européenne change parce que parce que c'est un énorme paquebot avec un tout petit gouvernail et on a bien vu lors des réformes successives qu'en fait elle pousse à l'agrandissement des fermes qui à un moment donné sont reprises par des firmes en fait. Hein, si on regarde bien l'objectif de la
de la politique européenne, c'est vraiment de donner les fermes, des fermes gigantesques, des fermes-usines à des firmes transnationales qui visent essentiellement l'exportation. Et donc, si effectivement il arrive qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement sur un continent ou sur un autre, les agro-importateurs, exportateurs qui jouent avec la nourriture à l'échelle internationale vont se retrouver en situation de monopole parce qu'on aura complètement perdu notre souveraineté alimentaire. Vous comprenez, ça c'est vraiment le plus grand danger qui nous menace. Mais je pense que même sans voir la menace, si on se demande un peu à quoi ça sert notre existence et qu'on cherche un peu plus le sens, je pense que se reconnecter aux êtres vivants dont on dépend, enfin, qui prennent soin de nous et prendre soin des êtres vivants qui prennent soin de nous, ça, je pense que c'est le message le plus important. Voilà. Il reste, Il reste 8 minutes. ouais, plus ou moins. On peut. Alors, le problème, je vous dis, c'est pas qu'on veut pas vous donner la parole. Écoutez-moi, 2 secondes. On peut prendre 2 questions, mais ça va frustrer les autres. Ah, c'est pas grave, parce que c'est vous qui le posez en premier. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prendra 2 questions et vous pourrez discuter. Vous devez repartir tout de suite ou vous avez une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ils discuteront après avec vous. Et puis, l'idée, c'est de continuer le débat. Hein, c'est pas qu'aujourd'hui. Donc, on va continuer. Mais je comprends, c'est un peu frustrant. Simon, un petit mot de conclusion. Moi, je conclurai en disant choisir, c'est renoncer. Et c'est Pablo Servigne enfin, c'est lui qui m'a amené à cette idée qu'en fait, on avait la capacité d'être en relation de qualité qu'avec une centaine de personnes. Et si on imagine que ces personnes nous rendent les services qui nous permettent de vivre, euh, ben en fait, je pense qu'on est obligé aujourd'hui de faire des choix et de choisir avec qui on rentre en relation. Et, euh, et quand on achète un pain, eh ben en fait, on rentre en relation avec un producteur. Alors, ça peut être un producteur qui va jouer plein de missions en même temps, parce qu'il va faire lui-même sa sélection de semences, il va lui-même prendre soin de son sol. Donc là, on a investi, on peut investir une relation dans quelque chose qui va nous rapporter beaucoup de choses, ou alors on peut investir aujourd'hui sans relation dans des choses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise. Et donc, en tant que consommateur aujourd'hui, c'est un concept qui vient de me venir là maintenant, hein, donc il est peut-être pas très clair pour vous, mais je vous demande vraiment de choisir dans quelle relation vous allez investir votre temps et vos moyens qui sont limités. Si le consommateur commence à prendre conscience de ça, alors c'est toute la société d'aujourd'hui de consommation qui peut devenir une société de service. Et là, je pense qu'on rentre dans quelque chose qui a une dimension plus humaine et qui amènera beaucoup d'apaisement à la société, à la civilisation humaine sur cette planète Terre. Nathanaël, si tu dépasses le temps de parole, c'est eux qui seront fâchés. Hein. Je- un petit mot de quelques solutions. Tu as 5 solutions, 5 axes de solutions. Oui, alors bon, pour faire court, on manque toujours de temps. Première approche, restructuration des sols. Depuis qu'on a commencé l'agriculture industrielle, ça au XXe siècle, qui était essentiellement basée sur la récupération des chars d'assaut pour les transports en tracteur, des gaz de combat qui deviennent des pesticides, des fabriques de NPK. En fait, au départ, c'est pas de l'engrais pour le sol, c'est pour les bombes, les explosifs. Donc, c'est l'industrie de guerre qui a été reconvertie pour industrialiser l'agriculture et qui détruit le vivant dans les sols. Je vais pas développer, j'ai pas le temps, c'est dommage, c'est vite dit. Mais en fait, on a détruit à peu près 1 milliard d'hectares sur la planète au XXe siècle, sachant qu'aujourd'hui, on en cultive à peu près 1,5 milliard. Et comment les récupérer? Comment cesser de détruire ce qui reste? Parce qu'en ce moment, on les détruit à toute vitesse. Alors, déjà, il y a un problème de capital. Quand on perd notre capital, notre patrimoine de terre,
on peut le compenser avec du patrimoine d'argent. Par exemple, une étude qui a été faite pour l'Amérique du Sud, où il y a à peu près 300 millions d'hectares qui ont été ravagés par l'agriculture industrielle. Il faut compter entre 3 000 et 5 000 dollars par hectare pour restructurer les sols. Donc ça fait un coût de 900 à 1 500 milliards de dollars pour récupérer ces terres-là. Donc là, c'est des PIB de pays occidentaux, ça, hein. Et ça va être un petit peu compliqué à mettre en œuvre, mais il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre. Mais à mon avis, il compte un peu là-dessus aussi, hein. Un tout petit mot très court, mais je comptais pas en parler. Mais aujourd'hui, la masse monétaire est 10 à peut-être 100 fois supérieure à tout ce qui est achetable sur la planète. C'est du vent, l'argent. Et les milliardaires aujourd'hui, ils peuvent faire monter les prix comme ils veulent. Plus personne n'aura les moyens d'acheter, mais eux aussi. Donc la restructuration des sols, après, il faut savoir que sur des prairies qui n'ont pas trop été abîmées, on peut repartir assez vite sur du maraîchage. Pour des champs qui ont fait de la rotation, mais il n'y en a pas beaucoup, en 3 à 5 ans, on peut récupérer un sol. Par contre, pour des sols qui ont été ravagés, comme par exemple pour la culture de la betterave, il faut compter 15 à 20 ans. Donc on a quand même un certain temps avant de remettre tout ça en route. Je précise qu'on n'est pas souverain alimentairement et qu'il y a une urgence par rapport à ça. Ensuite, le deuxième axe, c'est les semences. Pour faire très court aussi, j'aurais bien aimé développer, mais l'invention des semences hybrides au 19e siècle par les ingénieurs agronomes, c'est comment rendre captifs les agriculteurs de racheter leurs semences tous les ans. On essaye de croiser deux blés, par exemple, qui ont des faibles rendements, qui sont complètement pourris, mais à force de les croiser, à un moment donné, poum, ça donne un bon truc. Ce bon truc-là, on va le cloner et on va le distribuer aux gens. Ils vont faire un bon rendement avec, mais s'ils le ressèment, derrière, c'est complètement aléatoire. Il y a de très fortes chances qu'ils aient au moins la moitié de rendement de perdu, donc ils ne peuvent pas, donc ils sont captifs. Alors que la solution est justement là, parce que par ces temps de bouleversement climatique, de réchauffement climatique, il y a pas mal de semences rustiques qui connaissent bien les sols qui ont eu tendance à disparaître par ce qui a été imposé aussi par le gouvernement, hein, le catalogue du CNIS en France, bon, ça s'appelle SEMAE maintenant, qui impose les semences d'achat aux agriculteurs. Les seuls qui ont une niche par rapport à ça, et Kairos en a interviewé un paysan boulanger très récemment, Philippe, je crois, voilà, un gars vraiment génial. Et en fait, lui, il a une dérogation et il peut ressemer ses propres semences qui, en fait, s'adaptent à son terroir. En plus, il a de la diversité dans ses champs. Il mise pas sur une seule race de blé. Il fait pas des clones. Et lui, il a de la résilience en cas d'aléa climatique. Il faut savoir que l'avoine, par exemple, a 2 fois plus de gènes que l'homme et que, a priori, tous ces gènes lui servent à réveiller des gènes dormants pour s'adapter à des problèmes climatiques. Et que, en fait, dans la nature, on a tout ce qu'il faut pour tenir avec les changements qui viennent. Donc, il y a la question des semences, se réapproprier les semences, avoir le droit de ressemer soi-même ces semences, d'arrêter avec le GNIS SEMAE et laisser les paysans faire en fonction de leur sol, de leur climat et de résélectionner les graines de l'avenir avec de la biodiversité dans les champs. Ensuite, il y a le choix des cultures. Par exemple, la culture de maïs en France ou en Belgique, c'est du délire, surtout avec les temps qui s'assèchent. Bon, c'est vrai que là, depuis l'automne dernier, il y a un peu moins de sécheresse là, mais c'est un peu exceptionnel. Mais en général, il vaudrait mieux planter du sorgho à la place du maïs, qui est la 5e céréale la plus cultivée, hein, après maïs, blé, riz, orge, qui est capable de tenir dans des climats semi-arides. Après, ouais, je fais un peu vite, hein, après, on oublie une grosse dimension là, je voulais préciser, c'est l'élevage, parce que on peut être végétarien, mais végétalien, c'est plus compliqué, il y a des carences, mais végétarien, ben, pour avoir un bon équilibre alimentaire, il faut quand même manger des produits animaux, il faut manger du fromage, il faut manger des œufs, il faut manger des choses comme ça. Et en fait, bon, personne n'est obligé, hein, enfin, je m'exprime pas bien, mais je vais un peu vite. Mais il faut dire que il faut donc élever des animaux. Et donc, il faut revenir à un système agropastoral, un peu comme les anciens avaient fait. Et aussi à ce propos, il y avait 5 millions d'agriculteurs pour nourrir 30 millions de Français, hein, il y a un siècle. Donc, on voit le ratio hein, dans la population aujourd'hui. On a des gens qui vont vers de l'industriel, qui font de la merde et On va devoir on passer est à en la danger. question. Désolé, mais on va devoir passer à la question de. Je termine en Oui. 30 secondes les 2 derniers axes. C'est la fin du tout à l'égout. Oui, c'est pas grave. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'arrêter d'assainir les eaux, mais il s'agit de récupérer un maximum les déchets des villes, tout ce qui est récupérable dans les champs, parce que là, on perd une manne extraordinaire, et ça pourrait remplacer en bonne partie les engrais chimiques, c'est de bien meilleure qualité. Et au lieu d'envoyer ça dans les rivières et dans la mer, on pourrait faire des systèmes de récupération comme c'était fait, justement, on en parlait tout à l'heure, avec les maraîchers parisiens du 19e siècle, qui sont d'ailleurs à l'origine de la permaculture. Tout ce qui existe en permaculture aujourd'hui vient de ces techniques, où à l'époque, on sortait 10 fois plus de légumes au mètre carré qu'aujourd'hui, et sans aucun produit chimique. Et je termine avec changer d'alimentation. Hein, là, donc on parlait, c'est pour passer la parole à la salle, pour les consommateurs. Vous pourrez revoir et mettre au ralenti. Non mais j'ai pas le temps.
J'ai pas le temps, alors je vais vite. Mais bref, évidemment, faut baisser la consommation de viande. Évidemment, faut monter la consommation de légumineuses, manger beaucoup plus de fruits et légumes. Et tout, c'est toute une concertation sociétale. Et en fin de journée, aujourd'hui, on va reparler de la démocratie parce que tout ça, c'est un grand débat public. Chacun doit apporter sa parole là-dedans. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, et un petit mot juste. Jess, ouais, tu vas dire Et quelque chose, hein? ça fait 10 jours qu'il loge chez moi, hein. Alors, J'ai mis- j'espère, j'ai mis juste. j'espère que vous avez apprécié ce premier défilé qui était au rythme de la nature, peut-être à la fin un peu plus rapide, au rythme de la nature, chaussé par le vivant, style manches retroussées et habillé par le soleil et les mains dans la terre. Donc, nous allons passer à une question du public. Tu dois préciser que le débat sera prolongé dimanche soir sur la RTBF, hein, c'est ça? Non? Vous êtes pas invité à la RTBF? Non, non. Je me trompe. Il y avait un maximum 2 questions, bien sûr, maximum 2 questions. Donc, question, je pensais consommateur, hein, c'est ça. Non, ne pensez pas, vous, que la biodynamie soit une solution pour régénérer les sols. Effectivement, je pratique la biodynamie depuis pas mal d'années et je dois dire que c'est vraiment l'alchimie de la terre. Il y a des trucs de dingue qui peuvent se faire en biodynamie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment impressionnant. C'est une science vraiment très pointue, parfois compliquée, un peu fatigante quand on fait le maraîchage en permaculture biodynamique. J'ai déjà perdu les gens quand ils arrivent au potager. Ils me regardent, ils se disent qu'est-ce qu'il fait lui. Mais c'est sûr, je me demande même parfois comment les gros producteurs peuvent planter sans regarder à la lune, puisque tous nos ancêtres plantaient en fonction de la lune. Alors quand ils me disent qu'ils vont planter 50 hectares sans regarder la lune, moi je dis ah bon? Oui, la biodynamie c'est une solution effectivement. Une autre question? Deuxième question, consommateur, hein, c'était ça qui était important. J'ai pas de question. Voilà, moi, solution, je trouve qu'il y a déjà une partie de la solution qui a été vaguement évoquée pour ce qui est de notre pays. Moi, je suis scandalisé de la culture des betteraves. Ça empoisonne les gens à l'entrée avec les pesticides et à la sortie avec du sucre raffiné qui, pour moi, constitue aussi un poison. Surtout de la manière dont c'est consommé, les quantités, ça doit finir ce genre de choses, quoi. En Belgique, on a un problème de densité de population, il faut en finir. La deuxième chose, c'est une solution moins, je veux dire comme ça, exubérante, c'est un revenu de base pour les agriculteurs. Comme ça a déjà 50 ans, j'ai vécu il y a 55 ans quand j'étais adolescent, une manif qui a dégénéré des agriculteurs. Il faut en finir. Il faut donner des conditions de vie acceptables et avec le peu d'agriculteurs qui restent, ça ne coûterait pas grand-chose de leur donner un revenu de base et quand ils passent au bio aussi. Voilà. Simon, tu voulais réagir rapidement sur la betterave, puis revenu de base? Oui, parce que j'ai envie d'amener de la nuance là-dedans. Le problème aujourd'hui, c'est pas la betterave, c'est la consommation de sucre par la société humaine. Donc, déporter le problème avec la canne à sucre, c'est pas un problème, c'est pas une solution. Aujourd'hui, il y a un problème mondial et le sucre est une drogue légalisée. Moi, mon fils, la première fois que je l'ai amené à l'hôpital, on nous a pas demandé notre avis, on lui a mis du sucre dans la bouche pour qu'il se calme. C'est dramatique et la betterave, pour revenir sur la culture de la betterave en Belgique, si elle était bien faite, la culture de la betterave, par exemple fourragère, et la culture de la betterave alimentaire à la consommation humaine, c'est une culture qui est importante dans la rotation des cultures. Donc, il y a vraiment tellement de nuances que c'est pas en 1 heure et demie, en 1 heure ici qu'on va arriver à vous donner des pistes de solutions. Il faut aujourd'hui creuser le sujet, il faut s'informer, il faut qu'on discute de ces sujets-là parce qu'il y a une vraie complexité qu'aujourd'hui le citoyen n'a pas. Serge. Conclusion, dernière question. Juste une petite phrase de Vandana Shiva. Je vous invite à aller voir le film La vérité du sol de Permavenir. C'est François Legrand qui a sorti son nouveau film. Donc, et dans La vérité du sol, Vandana Shiva intervient et elle dit tout simplement, il est urgent de redonner du sens à la terre en parlant de nutriments à l'hectare et pas de rendement à l'hectare. On va conclure
Désolé, c'est frustrant. Nathanaël, tu vas juste faire une petite pub pour la décroissance. Je peux la faire, hein, si tu veux. Oui, allons-y. On rigole, hein, aussi. Faut rigoler. Ça, c'est aussi une solution, le rire. Bref, alors, pour ceux qui veulent creuser, 3 petits axes. Bon, ça, c'est un concurrent de Kairos, mais on est des copains. La décroissance, on a fait un dossier spécial sur l'agriculture. On nous accuse de vouloir mettre à mort les paysans. C'est exactement le contraire. Mais exactement le contraire, c'est complètement orwellien. On a un dossier là-dedans que je vous invite à regarder. Deuxième chose, je voulais faire un coup de pub pour Terre de Liens en France, et qui s'appelle Terre Avion en Belgique, Terre en Vue. Voilà, que j'ai découvert là depuis une semaine. Ce sont des gens qui essayent de récupérer les terres comme ça en collectivisant l'argent pour non plus que les gens soient propriétaires, mais la louer avec des conditions, des tas de garanties à des jeunes qui veulent se lancer. Donc ça, c'est vraiment un truc génial. Ça va exactement dans le sens de ce qu'on est en train de dire là. Et enfin, je voudrais parler, pour conclure, de l'atelier paysan en France. Ce sont des gens qui font eux-mêmes leur machine agricole pour être autonomes avec, parce que les paysans, ils se font avoir par les semenciers, vendeurs de produits chimiques, etc. Ils se font avoir par les banques et ils se font avoir par les vendeurs de matériel agricole. En gros, ça, c'est les 3 trucs qui leur sucent le sang. Et à l'atelier paysan, ils ont absolument bien compris ça. Ils ont compris qu'ils étaient dans un combat contre ça, qu'il s'agissait pas que de faire des solutions en marge, parce que ça, ils sont à fond là-dedans, évidemment, mais qu'il faut aussi être frontal avec le système. Ils veulent revenir à 1 million de paysans en France sous 10 ans, alors que la FNSEA veut aller vers 100 000 paysans. C'est vraiment tout le contraire. Et ils ont écrit un livre, je conclus là-dessus. Enfin, il y a La Fabrique en Belgique, voilà, j'allais oublier de le dire. La Fabrique paysanne, c'est un petit peu aussi alter ego de l'atelier paysan en Belgique. Donc rapprochez-vous d'eux, c'est des gens super qui font vraiment un boulot de fond, de réflexion sur l'autonomie paysanne, et qui sont dans un rapport où ils comprennent très bien qu'il y a un rapport de force. Et enfin, je dirais une lecture pour ceux qui veulent prolonger qui est absolument géniale, qui résume vraiment bien, qui est une bibliographie géniale sur tout le sujet qu'on vient d'aborder. C'est Reprendre la terre aux machines. Le nom a été dit tout à l'heure, mais c'est le nom d'un ouvrage absolument génial qui reprend tout de A à Z et dans lequel, je conclus avec ça, on ne fait pas la leçon aux paysans agro-industriels. On essaye de voir comment on peut faire avec eux et ça, c'est extrêmement important. Et dans ce livre, ils ne disent pas on faut arrêter les pesticides du jour au lendemain parce que c'est pas possible. Et ils expliquent pourquoi, mais ils expliquent comment en sortir. C'est un livre absolument génial qui résume tant de choses. Pour prolonger. Merci beaucoup. Merci. Et Voilà, c'était la conclusion. soutenez les paysans. Kéros va faire le tour des fermes. On a déjà commencé. On a fait 3 reportages qui doivent être publiés. Et on va continuer. On va aller chez toi, Thomas. On va aller chez Grégory. On était chez un paysan céréalier, meunier, boulanger, mais il cultive aussi. Donc il fait les 3, quoi. Paysan boulanger, voilà. Et on était à la coopérative qui fait partie du mouvement d'action paysanne. Voilà. Merci, mille merci. Un grand merci à vous. Merci à tout le monde et c'est la petite pause.